Bienvenue dans ce 4e épisode du Paddock. Mon nom est P.O. Doucette avec Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mich. Hey, salut PO, comment ça va? Ben ça va super bien, toi de même? Ben, ça va très bien. Nouvel épisode du podcast. On va parler de F1, on va prendre un petit drink. Donc, Ben oui, toutes des choses que j'aime, je pense. toujours le fun ces choses-là. Hein? C'est c'est le genre d'affaires qu'on aime bien bien gros. Jaser de F1 et prendre un drink. Et surtout que, bon, on avait 2 grands prix collés pour la première fois de la saison. On s'est dit on va attendre, surtout que c'était 2 grands prix quand même assez similaires si on veut. Là, c'était pas 2 tracks qui étaient bien différentes là, si on veut. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça après Portimao et Espagne à Catalunya qui avait lieu en fin de semaine dans la magnifique région de Barcelone. Qui nous fait rêver au voyage, soit dit en passant. Les images en Oui. Espagne, là, à chaque fois tu fais comme je vais faire un petit tour là-bas, voir le Grand Prix. Écoute, Jean-Mi, est-ce que tu as apprécié tes 2 grands prix? Ben, c'est sûr. Écoute, je ne vous cacherai pas mon allégeance, là. Mais pour vrai, depuis le début de la saison, c'est ce que j'aime, c'est que c'est très serré, honnêtement, tout le temps. Force est d'admettre quand même que dans les derniers Grands Prix, je pense que Mercedes a pris un peu de poids de la bête. On a fait des bonnes stratégies. On a vu que même sous pression, Hamilton, c'est un grand pilote. Il a fait des choses dans les derniers Grands Prix ou dans celui qu'on vient juste de voir, rattraper 22 secondes sur Verstappen avec une stratégie audacieuse. Mais bref, j'ai adoré. C'est plus serré. Je comprends les gens aussi qui aimeraient peut-être que bon, ça soit égal au niveau des victoires après 4 Grands Prix, mais c'est quand même très serré. Verstappen nous donne tout un spectacle. C'est Ouais. tout un pilote. Puis je pense que la Red Bull est quand même peut-être une petite affaire en dessous de la Mercedes au niveau des performances, mais Verstappen compense avec la qualité de son pilotage. Écoute, on voit des gars comme Bottas qui a la même voiture qu'Hamilton, là. Ouais. Puis écoute, se fait larguer par Verstappen et la Red Bull. Ça a l'air dur pour les coéquipiers, même pour Vraiment, Perez aussi. vraiment. Puis, écoute, moi de mon côté, je te dirais que j'ai bien aimé le côté de Catalunya, le Grand Prix d'Espagne, parce qu'on a eu l'aspect stratégie. Portimao, je disais dans le dernier épisode, ça, je me souvenais pas trop de ce Grand Prix-là et je me souviens pourquoi. À date, je pense que ça a été le plus plate. En Ouais. qualification, le vent est venu s'en mêler. On avait des temps plus lents finalement en Q3 qu'en Q2. OK, ouais. La course n'a pas été excitante pour 2 scènes. C'est vraiment triste, là, mais ça a vraiment pas été la meilleure pour, pour le début de saison qu'on avait, qui était Ouais. vraiment excellent. C'est sûr qu'on avait Bahreïn et Imola, fait à ce moment-là, on était comme, oh mon Dieu, c'est hallucinant, ces courses-là. Malheureusement, pour ce qui est de Portimao, je pense pas que ça devrait revenir, mais pour ce qui est du Grand Prix d'Espagne, bon, on l'a vu une coupe de reprises. On sait que c'est pas la piste la plus excitante, mais le côté stratégique l'a rendu excitante et ça a été le fun justement dimanche dernier. Verstappen qui a fait un dépassement au début. On voit qu'en qualification, là, ça s'en vient difficile. Bon, pour ce qui est de Mercedes et Red Bull, on sait qu'on vise top 3 pour bon, Valtteri Bottas, pour Lewis Hamilton, pour Max Verstappen, peut-être 4 ou 5 pour Sergio Perez. Mais par la suite, si t'es McLaren Mercedes, si t'es Ferrari, si t'es Alpine, qui s'est vraiment découvert dans les 2 derniers Grands Prix, je te dirais que la qualification là, est rendue excitante pas mal. On ne sait pas qui va partir à partir de la 3 jusqu'à la 11-12e, même, que c'est extrêmement serré. Ben, écoute, tu l'as mentionné, en milieu de peloton, c'est là que l'année passée, je pense qu'on avait un petit peu plus de plaisir à vraiment suivre la compétition. Puis cette année, je pense que c'est encore la même chose. Tu l'as dit, les 3 premières positions, bon, on s'entend, les 2 Mercedes, Verstappen. Après ça, il y a du choix. Donc, Perez est vraiment pas encore au niveau de Verstappen. Donc, je pense que chez Red Bull, peut-être qu'on trouve ça difficile un peu aussi je pense qu'on en attendait plus. Je pense que quand on a engagé Sergio Perez, on s'est dit, ben, contrairement à Albon, il va être régulier puis il va toujours être derrière ou près de Verstappen. D'ailleurs, cette semaine, Christian Horner ou M. Helmut Marko le mentionnait justement que Perez doit être plus près de Verstappen pour qu'on puisse le faire jouer dans les stratégies d'équipe, un peu comme on fait avec Bottas puis on fait avec Hamilton. Mais tu as raison, après ça, va deviner là, qui va se qualifier de la position 4 à, comme tu as dit, même 12. On a Leclerc, Carlos Sainz qui s'adapte super bien
à la nouvelle Ferrari. On a Lando Norris qui a fait de super belles performances. Ricciardo aussi, dans le dernier Grand Prix, Oui, enfin commence à être à l'aise. Vettel commence à être à l'aise aussi. À Barcelone, il a bénéficié des améliorations techniques aussi de la voiture. On les avait apportées à oui, oui, oui. Portimao pour Lance Stroll et on les avait pas apportées pour Vettel. Mais là, Vettel a dit que ça lui a fait énormément de bien. Il se sent beaucoup plus à l'aise à bord de la Aston Martin. Il mentionne qu'il manque pas grand-chose pour qu'il puisse viser les points régulièrement. Fait que pour la confiance, je suis vraiment content pour Sébastien Vettel. Le dernier épisode, d'ailleurs, on se demandait où est-ce qu'on s'en allait avec Ouais, Vettel, mais ouais, très ouais. content pour lui de le voir retrouver de la confiance. Et comme tu as dit, les Alpines aussi, dans les deux derniers Grands Prix, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ils ont mis le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant. AlphaTauri, un petit peu plus en Ouais, retrait hein, ouais. dans les deux derniers Grands Prix. C'est quand même un peu surprenant, compte tenu de ce qu'on avait vu un Ouais. petit peu à Bahreïn et en essai pré-saison. Surtout en essai pré-saison, on les voyait là, assez incroyables, merci, puis on les vantait. Yuki Tsunoda qui malheureusement, après sa première performance, ça a été plus difficile. Pierre Ouais. Gasly aussi, là, je sais qu'il a terminé dans les points là, pour ce qui est de l'Espagne, mais quand même, ça n'a pas été évident pour lui. Pour ce qui est de Alpine, c'est le fun de voir Alonso qui, lui aussi, se réadapte à une Formule 1. Il faut dire que la dernière fois, il y a quoi, c'était 2 ans qu'il est parti, deux, trois Je ans, deux crois que c'est saisons. en 2018, la C'est dernière ça. année qu'il a couru Donc, il a avec manqué. McLaren Honda à l'époque. Oui, la dernière année, c'était-tu avec Renault? Peut-être avec McLaren Renault la dernière, mais je me souviens de sa F1 noir où il disait que Ouais. c'était un moteur de GP2 qui est un moteur de F2 si on veut, ce Oui. qui n'avait pas été apprécié chez Honda, mais pas pantoute, qui, bon, cette saison jusqu'à présent semble faire de la bonne job là, pour ce qui est du moteur, mais revenons à Alpine un peu, j'ai l'impression que Ocon, en étant le pilote le plus expérimenté de l'écurie versus là, la voiture. Là. Je parle pas en termes de nombre de grands prix, là, mais connaît un peu Mhm. plus la voiture qui ressemble à la Renault de l'an dernier d'une certaine façon. Ça lui donne un petit peu plus confiance. Parce que c'était pas un mauvais pilote, Esteban Ocon, avant qu'on tâche justement ce pilote-là pour Lance Stroll chez Force Ouais. India, qui par la suite est devenu Racing Point, qui maintenant est Aston Martin Racing. Mais quand même, je me disais l'an dernier, où est Ocon? C'est bien difficile pour lui, mais il était en arrière de Daniel Ricciardo qui allait faire vraiment Ouais. de bonnes performances. Donc, d'après moi, pour le jeune Français, ça y a mis un petit peu de confiance. Alonso revient, on s'entend que c'est un champion. Un champion sait se Ouais. défendre en course. Il est très impressionnant quand même, Fernando Alonso. Je l'ai bien aimé dans les 2 derniers Grands Prix. Et Alpine qui se mêle à McLaren, qui se mêle également à Ferrari. Je trouve ça très, très, très intéressant pour les prochains Grands Prix à venir. Oui, ben c'est ça pour en revenir sur Alonso aussi, comme tu mentionnais. Il a été honnête, puis il a dit qu'il était très impressionné aussi par le début de saison de son coéquipier Esteban Ocon. Il dit, regarde, moi, je suis pas encore habitué à la voiture. Et je pense que c'est aujourd'hui ou hier, il y a une nouvelle qui est sortie justement à ce sujet-là. Chez Alpine, on a dit qu'on allait adapter la direction assistée pour Fernando Alonso. Donc, on sent qu'il y a peut-être des choses de son côté qui sont pas tout à fait à son goût, mais c'est sûr et certain qu'il n'a pas perdu son coup de volant. Donc, ça fait vraiment une belle surprise quand même, parce que pour vrai, Oui, ben oui. depuis Portimao, quand je les ai vus dans le top 10, hein, j'ai été le premier surpris en disant, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ça s'est confirmé à Barcelone. Et ce Ouais. qui est le fun aussi, c'est qu'avec Barcelone, on s'entend que les premiers Grands Prix de la saison, c'est pas la manche européenne. Bahreïn, c'est Bahreïn. Ensuite, on est allé du côté du Grand Prix d'Émilie-Romagne. On est allé à Portimao, donc des endroits que ça faisait très longtemps qu'on n'était pas allé. Là, on commence vraiment la manche européenne avec Ouais. Barcelone, qui là est vraiment un bon test là, pour voir un petit peu la hiérarchie. On s'en va à Monaco, on s'en va à Azerbaïdjan. On s'en va peut-être plus en Turquie. Ouais, hein? Il Des... semble avoir des problématiques au niveau de la Grande-Bretagne. Où est-ce qu'il y aura un interdit pour les gens de la Grande-Bretagne de voyager vers la Turquie? Donc, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, parce qu'on sait que toutes les écuries sont basées en Grande-Bretagne et quand on est en Europe, on voyage avec des camions. Donc, est-ce qu'on pourra se rendre en Turquie?
pour le moment, il n'y a pas d'annonce officielle qui a été faite, mais ça s'est discuté là, cette semaine. Ouais, ben parce que la situation là-bas est assez ardue, disons. Là, donc, Oui, ce sera à voir. Ce serait quand même ironique, cependant, qu'on annule le Grand Prix du Canada en disant, bon, ben nous autres, ça ne fait pas avec notre santé publique. On annonce qu'on va poursuivre ça 2 ans plus tard. Ça, tout le monde est content. On est bien, bien heureux de tout ça. Puis on comprend patente. Puis let's go, on embarque. OK, ben Turquie, tu viens remplacer. Puis finalement, ben ça se peut que Turquie, oups, euh, on n'ait pas besoin de toi, on pourra pas y aller finalement chez vous. Fait qu'est-ce qu'on va juste skipper cette fin de semaine-là? C'est possible, puisqu'on tombera à 22 ouais, Grands Prix, ce qui serait pas non plus là, un déshonneur. Tu sais, l'an dernier, je pense que c'était 17, mais en même ouais, temps, ça fait un trou dans le calendrier. Est-ce que c'est le top? Peut-être pas. Et, écoute, ouais. tu parles des Grands Prix là, qui s'en viennent. C'est sûr que Monaco reste un Grand Prix qui est héritage, si on veut, de l'histoire de la Formule 1. C'est pas là où on va voir les Ouais. meilleurs performance des voitures nécessairement, à part en qualification ou s'il arrive un bris en course. Mais d'après moi, à partir d'Azerbaijan, on va voir des choses intéressantes. Tu sais, tu parlais des gars qui s'habituent, quand on parle de Perez, de Ricardo, d'Alonso, de Vettel, tous ces nouveaux-là. Ben, on se disait 4 courses. Mais là, après 4 courses, on tombe à Monaco. Fait que, tu sais, moi, je me laisse Monaco passer. Puis à Azerbaijan, Bakou, là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir là, le vrai Ricardo, le vrai Sainz, le vrai Vettel, le vrai Alonso, le vrai Perez. Il va falloir que ça arrive pour certains parce que, comme tu l'as Ouais. dit, Perez, ça a été une deuxième position pour ce qui est de Émilie Romagne, Imola. Par la suite, ça a été plus difficile pour lui. Là, puis je parle d'une Ouais. deuxième position en qualif là, et pas d'une deuxième position en course. Donc, ça a été vraiment plus difficile pour lui. Je sais qu'on a quelqu'un sur le groupe privé du paddock, Pierre-Luc, qui attend beaucoup Sergio Perez. Et je regardais dans les autres groupes de F1, que ce soit F1 Insider, F1 Québec, peu importe les groupes. Beaucoup de gens aiment Checo, aiment Sergio Perez et aimeraient qu'il ait de meilleures performances que ça, mais on lui souhaite. Là, c'est un gars que moi, personnellement, me faisait pas si triper que ça parce que c'était le coéquipier de Lance Stroll, puis on le comparait, puis les Mexicains étaient un petit peu trop craqués sur la page Facebook de Racing Point. Mais quand je l'ai vu dans Drive to Survive, puis je me disais, hey, ce gars-là aurait pas de baquet l'an prochain, c'est impossible. Je suis content qu'il soit avec Red Bull, mais je lui souhaite des résultats parce qu'on sait que chez Red Bull, on a le siège éjectable assez Oui. facile. Ouais. On va commencer à manquer de remplaçants aussi. Ouais, il y a ça. On ramènera pas Gasly, on ramènera pas Albon non plus. Ni Je Kvyat. pense que Perez est là pour la saison. Oui, Kvyat, oui. d'ailleurs, qui s'est placé chez Alpine, Oui, si je oui, me oui, trompe comme pas, comme pilote pilote de d'essai. simulateur ou pilote de réserve ou pilote Oui, c'est ça. d'essai. Là. Mais c'est ça, semble-t-il là, que chez Alpine, il fait à peu près tout ce qu'on lui demande dans le but d'un jour peut-être avoir une autre chance en Formule 1. Qui sait, si je ne me trompe pas, Esteban Ocon était, je ne sais pas s'il est encore quand même membre de la filière Mercedes, mais avant son passage chez Renault, quand il était chez Racing Point, et après ça, il a passé une saison comme pilote d'essai chez Mercedes, faisait partie de la filière. Donc, je ne sais Ouais. pas si ça a changé, Je sais pas, je pense que mais c'est Toto qui l'avait placé même chez Renault, là, puis ouais. qu'il l'avait encouragé. Mais tu sais, avec George Russell, est-ce qu'il s'est fait skipper un Ah, peu par George? Euh, ouais. Russell, d'ailleurs, on ne l'a pas mentionné tout à l'heure, mais hein, depuis le début de la saison, on y va dans le Q2 ouais. allègrement, puis On a passé proche de bien content, Q3, je pense, c'était à Portimao qu'on a passé très près de Q3. Je si crois je me qu'il a trompe pas. qualifié Là. 11e dans mes Puis souvenirs. Là. c'était à quelques Oui, millièmes. oui, Là. là, une T'entends, c'était affaire à de pas grand-chose là, de passer à point, point Q3, gars. 07, là, quelque chose du genre. Là, je sais pas si c'était la statistique exacte, là, mais Ouais, c'était je suis en proche, train de proche, regarder proche. présentement pour les qualifs. Là. Puis, Si je regarde le résultat, là. Écoute, c'est ça, on a Russell qui a fait une 19-109 en Q2. Puis Vettel, lui, a passé en Q3 avec un 1-18-970. Et euh, si il aurait été en Q3, le 1-19-109 le plaçait quelque chose comme entre la 6 et la 7e ouais, position. Là. la Mais on piste sait s'est qu'en dégradée, Q3, ouais. le vent est tellement, pour Oui. vrai, fucké la patente, si je peux Oh, dire, oh, oui. du côté de Party Mayo. On arrive en Q3, on n'est pas capable de faire des temps. On fait des temps plus lents qu'en Q2. On essaye la média en Q3. Écoute, on a vu des choses assez spéciales, mais bref, tout ça pour dire que les dénivelés du circuit, la présence de vent assez fort,
vraiment pouvait changer du tout au tout là, la qualité d'un tour, là, même en 3 séances de qualification, comme on a vu. Donc, c'était quand même spécial. C'était rare de voir des temps moins performants en Q3 qu'en Q2. Mais Ouais. bref, on a été témoins de ça. Je pense que c'est la première fois de la saison, ou même des dernières années que je suis la F1, là, que les performances en Q3 là, sont moins bonnes en Q2. Mais bon, ça arrive, là, je veux dire. Mais, puis je parle pas que la pluie s'est installée ou quelque chose du genre. Là, on parle d'une piste sèche ici, là, mais vraiment le vent qui. Puis c'est une piste de moto. Hein, on l'a vu. Max Verstappen a mentionné qu'il ne voulait plus courir là-bas. Je pense qu'il n'a pas vraiment aimé son expérience cette année. Donc, si le Portugal s'en va, je serais pas triste. Là. C'est pas. Je ne penserais pas que ça revienne l'an prochain. Non, moi non plus. Avec tous les autres grands pays qui veulent avoir des grands prix, avec Miami qui s'en vient aussi. C'est les pilotes, les écuries ont accepté de monter à 23 grands prix, mais je suis pas certain qu'à 24 puis à 25, ça passerait. Fait que d'après moi, je pense que c'était des grands prix de remplacement. Là, on l'avait mentionné parce que dans le calendrier initial, il n'était pas là. Oui, c'est ça. Puis je pense que Red Bull va voter contre. Je suis pas mal sûr que Red Bull voterait contre, moi. Disons que ça n'a pas été. Comme tu dis, ça n'a pas été. On s'en souvenait pas l'année passée, puis on s'en souviendra fort probablement. Et pourtant, c'est là que Lewis, je pense, avait battu le record de victoire. Là, je veux dire, c'est un endroit bien spécial. D'ailleurs, 100e pole pour Lewis Hamilton et Pierre-Houd en fin de semaine nous a un peu crevé le cœur en disant ça aurait pu être possible qu'il signe sa 100e victoire à Montréal. Ouais, 98. Ouais, là, c'est 98 à Barcelone. Bon, exemple, là, il échappe une des deux à Monaco ou Bakou. Ça en va signer ça à Montréal. On sait que Lewis Hamilton et Montréal, il y a un lien, il y a quelque chose. On sait qu'il y a eu des gros succès sur le circuit Gilles Villeneuve. Ça a fait mal un peu au cœur quand il a mentionné ça là, à la fin de la course. Mais c'était le fun de voir Lewis Hamilton gagner d'une différente façon. Puis je m'explique, puis je fais partie des fans de F1 qui adorent la F1 et qui aiment à peu près toutes les performances. Là. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est il décolle premier, puis il reste premier. Ouais. 30 secondes, il tourne. Puis je pense qu'il n'y a personne qui triple là-dessus. T'as bien beau être le fan ardu de Lewis Hamilton. C'est pas le fun. C'est des batailles, c'est ça qui est le fun. Une victoire méritée. Ouais, exact. C'est ça qui est le fun parce que tu t'es battu pour l'avoir. Ouais, puis là, on a vu Mercedes qui a été vraiment excellent côté stratégie en fin de semaine. Et on se le disait, cette semaine, on faisait notre course. Chaque semaine, on se fait une course sur Xbox. Là, on est une gang, d'ailleurs. Ribs F1 sur Twitch, si vous voulez suivre les courses. Là, on a recommencé à diffuser tranquillement. On s'amuse avec ça. Mais et si vous avez une Xbox et ça vous tente de jouer à F1 2020 avec nous autres, venez nous dire salut, ça va nous faire plaisir. Mais tout ça pour dire qu'on se disait pendant cette course-là, crime, d'après moi, Box, il est rentré vite. Là. Il est rentré au pit, puis ah ouais, let's go, on change ça. Et il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'on avait un train de médium qui était encore frais, ce qu'on n'avait pas chez Red Bull, donc on ne pouvait pas faire cette stratégie-là. Donc on avait bien compté les pneus du côté de Mercedes. Donc on voit que la machine est rodée, la machine est énorme. C'est fou raide à quel point ils peuvent se dépasser. C'est ça, comme tu dis, là, c'est des fous, là. Écoute, ils calculent à peu près n'importe quoi. Il y a des équipes de stratèges qui... Écoute, on l'a vu aussi quand Hamilton a fait sa stratégie. Là, après ça, je pense que c'est quand Hamilton était en chasse avec Verstappen, quand il voulait remonter le 22 secondes, on annonce à Bottas, si Lewis dépasse Verstappen va devoir s'arrêter et là, t'es 4 secondes unsafe. Tu vas revenir 4 secondes. Il va revenir 4 secondes devant toi. Donc, il faut que tu hausses le rythme si jamais Verstappen doit s'arrêter pour que tu finisses deuxième. Ils ont tous pensé à ça. Là. C'est et ils ont surpris tout le monde parce que les graphiques maintenant sont rendus incroyables. Là, on voyait les chances de chance of overtake. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis on voit là, les petits F1. Tu sais, hop, OK, vas-tu te dépasser, vas-tu pas le dépasser? Mais... on prévoyait au dernier tour, ce qui n'est pas arrivé pantoute. Donc, on a même déjoué 9-10 tours avant. 12, si je ne me trompe pas. Là, il en restait 12. C'est incroyable. Ouais. Et ça a payé, mais ça, c'est une victoire que je peux pas y enlever. C'est une genre de victoire que
J'aime voir de Lewis Hamilton parce que je l'ai vraiment aimé en début de carrière. J'étais un gros fan ça, quand il était avec McLaren, puis Lewis, puis les dernières années, là, en 2017, c'était plus serré avec Sébastien Vettel. J'aimais Ouais, plus Lewis. ouais. C'est un pilote que j'aime beaucoup, mais ce que je détestais dans la saison 2019 et 2020, c'est qu'il décollait pratiquement avec le championnat là. Ouais. Et là, on a vu quelque chose de différent. Puis il y a juste 14 points. Là. Les deux, Lewis Hamilton et Max Verstappen, ont leur meilleur début de saison respectif. Fait qu'au moins de ce côté-là, je me dis, quand j'arrive devant le téléviseur le dimanche, puis même le samedi, OK, il y a quelque chose qui se passe. Parce que nous, on tripe F1, puis nous autres, on trouve ça le fun, puis on aime ça voir. Ah ouais, OK. Danny Rick a fini 6. C'est avant Lando Norris, on est content. Charles Leclerc, good job, quatrième. Mais l'amateur moyen regarde le gagnant puis le podium, puis il fait comme. C'est Ouais, tout le c'est ça. temps et Puis maintenant, même. les départs sont le fun à voir aussi parce que, Oui, écoute, Verstappen, ça fait 2 grands prix là, au premier détour, là, un petit coup de coude, puis je m'impose. Puis ouais. c'est ça que je trouve le fun parce que, justement, à Barcelone, quand il a dépassé Hamilton, on s'est dit, tabarnouche, il s'est quand même pris une avance assez rapidement. Mais Lewis, je sais pas. Là, ben, ça doit pas être pour rien que c'est pas mal le plus grand pilote. On voyait que l'écart grandissait, mais là, à un moment donné, ça s'est stabilisé. Là, ça a commencé à descendre, puis à descendre, puis à descendre. Puis quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas capable de passer Verstappen, c'est là que la stratégie est arrivée, là, comme tu mentionnais. Puis c'était brillant de leur part aussi. À un moment donné, Mhm. on ne passera pas 40 tours Ah, en en arrière du arrière, là. concurrent à briser, à flamber les pneus sans être capable de le dépasser. Fait que je pense qu'ils ont dit, gars, il nous en reste un beau frais ici. Tu l'as déjà fait en Hongrie, je pense que Ouais, c'était en 2019, ouais. 2019, de faire un rattrapage de fou comme ça. Puis eux, ils ont pris le pari que ça allait fonctionner. Puis ben, c'est ce qui a rendu la course excitante, comme tu l'as Oui, oui, mentionné. oui. Là, on s'est dit, mon Dieu, mais 22 secondes, Va-t-il il pourra jamais réussir? Ouais, c'est remonter ça. ça. Ben, c'est ça. Puis là, tout le monde était vraiment sur le bout de son siège. Fait que c'est ça. Ça rend les courses, comme tu dis, beaucoup plus excitantes parce que là, on a des paris de stratégie, on a des bagarres. Quand est-ce qu'il va le passer? En tout cas, c'est le fun. Là. Puis on a Bottas aussi qui se fait Ouf, un peu botté là, par Toto ça Wolff. n'a pas de bon sens. Non, mais Valtteri Bottas, sérieusement, si on. Enlevons les points, là. Enlevons les points Ouais. depuis le début de la saison. C'est vraiment son pire début. Je le trouve flat. Je le trouve pas là. Et bien sûr que les rumeurs s'intensifient à savoir si on va le tasser de là. On dit chez Mercedes, je pense que c'est des gens qui sont assez classiques, que Oui. ça n'arrivera pas cette saison. Pas à la mi-saison, tout ça. Mais c'est sûr et certain que ce gars-là sait que son avenir est pratiquement terminé chez Mercedes. Ça m'étonnerait qu'on revoie ce gars-là pour une coupe de saison encore. C'est pratiquement impossible. D'un, on sait qu'il n'y a pas vraiment l'ADN de champion. On voit que c'est un pas pire deuxième, mais là, est-ce que c'est le poids des années qui commence à le rattraper? Peut-être aussi, parce que là, j'en mets à chaque année. Chaque année, il y a une petite lueur en début de saison, et là, il n'y en a pas pantoute, à moins que C'est ce ça. soit l'inverse total. Là, et que, Il est rapide en qualif, là. Tu oui, sais, oui, ça, oui, il est très bon. j'enlève rien, là. Bottas, ça, il est capable d'aller chercher des Et en pôles. essai libre. Mais aussitôt qu'Hamilton passe devant, là, on dirait que c'est terminé. Là. Exactement. Il devrait pas se décourager. Il est capable d'avoir le pace. Pourquoi qu'il est pas. OK, tu te fais dépasser, mais essaye d'aller le rechercher. T'sais, arrête de dire que t'es Bottas 2 puis 3.0 puis monte-le. Oh, oui, c'est ça. C'est ça. Et en C'est fin comme à de un moment semaine, donné. en fin de semaine, bien sûr que ça a ajouté de l'huile sur le feu. On a dit don't hold Lewis, donc n'empêche pas Lewis de Ouais. passer. Et lui a C'est ça, une dit stratégie ben différente. Puis, moi je suis ici pour faire la course. Donc c'est sûr, certain que ça ajoute encore, mais c'est le spectacle de la F1. C'est tout ça, ce ouais. qui se dit après, ce qui. Le jeu de coulisses. On l'a vu Ouais. avec McLaren, si tu viens aussi, Lando Norris, il est plus rapide que Ricardo. Fait que McLaren, ils ont dit à Daniel de faire passer Lando. Puis il avait raison. Après ça, il s'est échappé. Puis il était plus rapide que lui. Oui, ça, on l'avait vu à Imola, si Mais je me trompe pas. imagine si le fait que Bottas n'ait pas cédé le passage tout de suite aurait coûté, je ne le sais pas, 3,
4, 5 secondes à Hamilton. Ouf, j'aurais pas aimé voir Toto. Ben, déjà, là, quand il est passé, on l'a vu sur les caméras, il s'est rassis dans son siège. Parce que d'après moi, il était Il sur doit le toujours bord. être en train de Et regarder si on le voit à la télé là, ouais. maintenant. Là. Oh, oui, parce que c'est un personnage qu'on connaît très bien maintenant. Là. Mais, hey, puis parlant de Toto, on l'a entendu parler avec la FIA en fin de semaine. C'est la première fois, moi, ce que j'ai vu de toutes les pages qui suivent la F1, encore une fois, que ce soit F1 Humour, que ce soit WTF1, tout le monde, ESPN F1, Sky Sport, 3 secondes après, waouh, tout le monde capotait. Mais j'aimais ça qu'on nous diffuse une conversation entre les directeurs de course et un directeur d'écurie qui se plaint Ouais. que Nikita Mazepin, sans surprise, est difficile à passer sous drapeau bleu. Donc, moi, j'ai bien aimé qu'on nous montre ce genre de graphique-là, ce qui nous plonge encore plus dans la F1 et ce que Liberty Media essaie de faire depuis l'arrivée de Drive to Survive, là, on s'entend. Mais j'ai bien aimé ça, moi, qu'on ait ce petit côté-là technique. Là. On Aussi. peut jaser J'ai été, avec la FIA. j'ai été vraiment autant surpris que toi. Tu sais, normalement, on voit à droite le nom du pilote dans l'infographie, mais là, il y avait FIA, Race Director, puis Toto. Hey, là, je sais pas, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, Ah ouais! on a tous été surpris de voir ça, puis c'était le fun. Il parlait à Michael Massey, je pense, qui est Ouais. le directeur. Le directeur qui est à peu près sur chacun des circuits. C'est pas mal lui qui s'occupe de gérer la plupart des grands prix. C'est un officiel de la FIA. Mais c'était vraiment le fun de voir là, comme ça qu'il pouvait avoir des demandes ou des points qu'on voulait peut-être qu'on observe un petit peu plus ou signaler des situations en course. C'est le fun de voir qu'il y a une communication directe avec le directeur de course. Oui. Des fois, on se dit, bon, ben, ils font juste parler aux pilotes, aux ingénieurs, mais pas pour rien qu'on voit qu'il y a toujours une grande rangée de boutons là, en avant du muret des stands. Donc, Toto, Lando, Peter Bonington. Donc, on ne sait pas. Ouais. Ou des fois, souvent, on parlait de Toto Wolff. Quand il y a des moments importants, la caméra est directement sur le pouce. Est-ce qu'il va cliquer sur Lewis, sur Bono, sur Bottas? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça rajoute au côté intriguant, là, un peu théâtral, spectacle là, de la Formule 1. Donc, je pense que personne qui va s'en plaindre de. Puis, c'est l'accessibilité aussi. Veux pas, la F1, comme tu l'as dit avant, Liberty Media a été longtemps réservée à l'élite. À l'élite, multimillionnaires et tout. C'est encore des gens riches qui sont là-dedans, mais en se montrant plus accessible au grand public, on va se le dire, c'est quand même nous, les gens qui paient les billets, qui font que tout ça peut arriver. Donc, je pense que c'est normal pour Liberty Media de respecter sa clientèle aussi. Oui. Et c'est vraiment une bonne chose. Écoute, Jean-Mi, je sais pas c'est quoi ton T4 annuellement, mais as-tu 190 000 euros? Parce que Valtteri Bottas vend sa Mercedes-Benz AMG GT. J'ai vu ça circuler sur les réseaux sociaux. Je me demandais si tu avais ça à me passer. Jamais, là, tu voulais faire un Pas en don. euros, malheureusement. Peut-être en rouble, je sais pas. Ouais, une monnaie dévaluée. Là. Ouais, fort possiblement, mais ça m'a bien fait rire aujourd'hui. Elle est magnifique, là. C'est une 2018, c'est 522 chevaux dans cette petite machine-là, un 4 litres. Elle est bleue, je pense, ouais, comme elle est un vraiment petit belle. peu ses casquettes et le drapeau de la Ouais. Finlande. C'est vraiment beau. D'ailleurs, le site est finlandais, je comprends absolument rien. Donc, On va passer notre tour. Automati, ça doit dire qu'elle est automatique. Ça. Oh, le reste, là, je pense que ça se fait plus. 2000, la Vuosimali, ça doit être l'année, ça, 2018. Le Mitarilukema. Mitarilukema. Ça, c'est le minage. Je pensais pas qu'on allait faire un cours de finlandais ce soir. Je pensais pas non plus, mais je trouvais ça intriguant de le dire. Écoute, ça ajoute quelque chose cette semaine, justement, dans l'actualité F1. C'est sûr que les malhonnêtes vont dire « Ah, il vend parce qu'il sac son camp de Mercedes », mais non, je pense pas. Ouais. Il y a souvent des gens qui aiment interpréter beaucoup de choses. Oui, en beaucoup effet. trop de choses.
On connaît ça dans le hockey, on connaît ça dans la F1. Hey, Jean-Michel, j'ai posé la question aux gens sur le groupe Le Paddock. D'ailleurs, si ça vous tente, vous avez écouté le podcast, c'est vraiment le groupe là, qui parle de F1. C'est un groupe qui est assez tranquille, là. On est 180, donc c'est plus friendly. Là, si vous cherchez un groupe un peu plus relax, vous pouvez jaser avec vos chums ou nouveaux amis qui aiment la F1. Et j'ai posé la question suivante, votre meilleur et pire moment de la saison jusqu'à présent. Il y a 4 Grands Prix, on s'entend. C'est quoi, toi, avant de lire celui des autres? J'avais pas réfléchi à ça. Mais écoute, je pense que le meilleur moment en 4 Grands Prix, j'ai pas le choix de le donner à la victoire stratégique de Mercedes la semaine passée parce que c'est le seul moment, je pense, depuis le début de la saison que vraiment j'étais chez nous, j'écoutais la course puis j'ai fait hein! Quand j'ai vu le coup de volant qu'Hamilton a donné pour rentrer, puis j'ai dit quel pari audacieux. Puis à partir de là, je pense que c'est ce qui a rendu la course excitante jusqu'à la fin. Donc ça, je te dirais que c'est probablement mon meilleur moment. Peut-être le pire quand Émilie Romagne, Bottas et Russell se sont accrochés. Ouais. Il n'y a personne qui voulait. C'était la faute d'un, c'était la faute de l'autre. Russell qui a eu une réaction quand même assez excessive, si je pourrais dire. Donc, au lieu de peut-être décanter l'incident puis de réagir un peu après. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça triste un peu de la part du jeune homme. Il s'est excusé par la suite parce qu'on sait que je pense que tout le monde aime George Russell là, depuis le remplacement qu'il a fait de Hamilton et tout. C'est un bon petit gars et tout. Fait que j'ai trouvé ça spécial comme réaction quand il est allé engueuler Bottas. Mais je te dirais que c'est probablement ça, mon pire moment là, de la très courte saison. Ouais, de mon côté, je vais y aller. Le meilleur moment, je crois, les dépassements de Max au premier tour. J'ai adoré celui à Émilie Romagne et celui qu'on a vu là, en fin de semaine. J'aime l'agressivité de Max Verstappen. J'ai adoré aussi, en général, la performance de Ferrari depuis le début de la saison. J'aime beaucoup ce que Ferrari fait. C'est un héritage, la F1. C'est plus que 2 pilotes. Là. Je pense que Ferrari en santé, c'est une F1 en santé. De mes côtés, de pire moment, je vais y aller avec les performances d'Aston Martin. À chaque fin de semaine, c'est déception en déception. Puis en fin de semaine, j'ai trouvé ça raide. Quand Lance est parti 11e, je me suis dit, OK, on va pouvoir au moins avoir la stratégie peut-être de médium en décollant, puis tout ça. Puis c'est déception en déception. Bon, donc, mes pires moments sont peut-être liés avec Aston Martin. Et bien sûr, là, je pense que c'est sans surprise, là, Nikita Mazepin qui bloque Lando Norris, qui est en train de mettre tout le monde en beau fusil. Là. Il a déjà perdu des points sur sa super licence, puis on a 4 Grands Prix de fait. C'est pas super. Et, l'attitude du jeune homme, c'est ça. le fait qu'on dirait qu'il n'y a personne vraiment qui peut lui donner de conseils. Il semble avoir beaucoup de difficultés à maîtriser une F1 versus une F2. Le respect de la signalisation. Un drapeau bleu, me semble que c'est assez clair. C'est ça, je pense qu'il y a de la difficulté avec ça. Et écoute, plus ça va, plus les pilotes commencent à se plaindre. Lance Stroll, notamment, je n'ai parlé tout à l'heure, là, mais c'est rarement avec des beaux mots. Là. C'est pas tasse-toi de là, mon ami. Là. Il y a une coupe de fuck là-dedans. Mais il n'y a pas une vidéo où est-ce qu'il dépassait. Oui, et il l'envoie. L'envoie chier. On va y aller straight to the point, il l'envoie chier. Non, c'est correct. Mais ben, écoute, c'est pas super. Dans les commentaires, on va y aller avec celui de William Servant. Il va à la même constatation que toi, Jean-Michel, pour à quel point Mercedes a débiné Red Bull stratégiquement parlant au dernier Grand Prix. Je pense que de ce côté-là, débiné. P.A. Fontaine, on le salue, P.A. Le pire, je dirais, la position que Verstappen a dû redonner à Hamilton en fin de course. Ça, c'était en début de saison à Bahreïn. On en avait discuté en match, qui avait dépassé hors piste, mais que pendant toute la course, on était allé dans le virage 4 aussi large, mais pour dépasser, normalement, on peut pas, mais c'est sûr et certain pour l'amateur, c'est pas super.
George Russell qui met maintenant sa Williams en Q2 sur une base régulière. On en a parlé au début du podcast. On est très content de ça, de George Russell. Marc-Olivier Fortin, Cidre Joli Rouge, on les salue. J'y vais avec Pierre. Le pire, c'est la FIA qui permet à Hamilton de dépasser les limites de piste, mais pas à Max. C'est la même chose. Ça lui a coûté plusieurs courses à cette heure. Donc, oui, c'est vrai que le meilleur temps, on a supprimé un temps de qualification aussi dans les dernières courses, notamment à Portimao pour Max Verstappen. Ouais. De là, peut-être la raison là, qu'il ne veut plus y retourner. Et l'autre pire, c'est Aston Martin qui vient me rejoindre, là, que c'est plutôt décevant cette saison. Et il adore George Russell avec McLaren qui a vraiment amélioré sa voiture. Et on le dit depuis le début de la saison, là, techniquement, ça a été quelque chose. On passe d'une motorisation Renault. Puis là, on ship un Mercedes là-dedans. C'est pas la même chose. Ça a bien été quand ça même là, pour la transition. Ouais, puis même un podium pour Norris, faut pas l'oublier. François Rousseau, tiens, on s'en va à Dolbeau. Le pire, les limites de piste. On connaît le règlement, mais là, c'est gênant. Et dit le meilleur, ben, c'est McLaren, lui aussi, il va avec Lando Norris. Et Michel, lui, est allé avec les dépassements en fin de semaine. Là. Il a adoré ce qui s'est passé avec Lewis Hamilton. Et Monsieur G, il va avec les débuts de course de Max Verstappen, comme je parlais tout à l'heure. Et pour le pire, vous n'avez pas le choix de parler de Mazepin. Il n'y a pas d'affaire là, pas en tout. Et c'est ce qui... Écoute, c'est ce qui circule. Ça commence à faire consensus. Là. Oui, oui. Je pense pas qu'on s'obstine là, sur la place de Mazepin en F1. Là. On le sait là, que c'est un cash sheet. C'est pas la première fois qu'on voit ça en F1 et c'est pas la dernière fois. Là. Un pilote qui amène un gros commanditaire. Puis c'est la première fois que c'est aussi flagrant, je pense, qu'on dit que quand on dit que l'argent n'achète pas le talent, lui, c'est quelque chose. Ouais, l'argent a acheté le volant, là, mais. On a reproché ça à Alan Stroll, des gens qui venaient avec de l'argent comme ça, mais au moins ils savent conduire des F1, ce qui n'a pas de l'air le cas de Mazepin pour le moment. Ah non, pas pantoute, là. Puis on sait pas, on s'entend, semble-t-il que la voiture, c'est celle de l'année passée, mais on a à peu près juste coupé le fond plat pour se confirmer, pour se conformer à la réglementation de cette année. Donc, est-ce que, tu sais, elle est genre extrêmement pas conduisible ou, tu sais, je sais que Schumacher fait quand même mieux, mais peut-être qu'il est plus prudent sur son pilotage aussi. Donc, on ne sait pas non plus quel genre de voiture ils ont entre les mains. C'est ça qu'il puis il y a eu zéro évolution. Ils n'ont pas utilisé aucun des deux jetons de développement. Fait que, c'est peut-être la voiture de l'année passée, mais on y enlève 10% d'appui, puis on n'a rien amélioré d'autre. Fait que c'est peut-être... je sais pas. C'est peut-être pas le top. Écoute, je vais essayer d'aller chercher un extrait. Justement, tu parles de Mick Schumacher. Là. Je sais pas si ça va fonctionner. Je le souhaite. Ok, si ça fonctionne pas, c'est juste moi qui vais avoir l'air d'un Mongol. Là. Sinon, je le ferai jouer d'une autre façon. On va y aller. Cette première année en Formule 1, ce rêve réalisé. L'année, elle se passe bien. Je veux dire que les 3 premières courses, ils vont très bien. Et puis, j'ai bien aimé le travail avec l'équipe. Ouais, c'est qui parle en français. Il a parlé en français, Mick Schumacher. Donc, ouais, il manie très bien la langue de Molière et pas juste le volant. Le petit gars a l'air ultra sympathique, ultra classique comme son père. On le voit parler avec ses coéquipiers à la fin. On l'a vu, là, des images de Haas qui ont circulé suite au Grand Prix d'Espagne. Puis on voit que c'est un good guy, puis on lui souhaite juste du bon, mais là, c'est sûr qu'en ce moment, il ne conduit pas la meilleure voiture du plateau, là, comme tu disais, là, avec Haas qui passe ses douettes cette année. Ils sont là pour prendre de l'apprentissage, puis eux, ils misent absolument tout sur 2022. Puis ça, d'ailleurs, ça va être quelque chose qu'il va falloir surveiller bientôt aussi. Là, les premières écuries qui vont commencer à dire, bon, ben nous, c'est terminé pour 2021. Le développement, on arrête ça. Parce que vu que l'an prochain, ça change aussi du tout au tout. Il y a beaucoup d'écuries qui, peut-être, je sais pas, moi, d'ici 2 ou 3 Grands Prix, vont se dire, gars, on n'a aucune chance. Donc, nous, on arrête complètement le développement de la voiture de cette année. Puis, on s'en va sur le développement de la 2022. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu Bertrand Houle qui nous mentionnait quand même des choses intéressantes. Il y a beaucoup d'écuries qui sont arrivées avec des nouveaux fonds plats. Aston Martin, qui sont arrivés avec ça aussi. Il nous mentionnait que c'est pas des pièces qui ont été dessinées il y a 3 semaines. Souvent, les voitures qu'on voit depuis le début de la saison, ils sont conçues peut-être depuis le mois de fin novembre, début décembre l'année passée. Puis que là, ce qu'on voit, c'était des évolutions qu'on avait trouvées là, peut-être en début là, 2021, que là, on a décidé d'introduire puis de mettre en production.
c'était vraiment intéressant de savoir un petit peu le genre de calendrier de développement qu'on appliquait au niveau des F1. Puis c'est ça, là, il ne pensait pas que Mercedes et Red Bull vont développer des nouvelles pièces jusqu'à la fin de l'année. Ça risque très fortement de s'arrêter très bientôt pour la plupart des écuries, parce que si tu prends du retard pour 2022, t'es dans la boîte. C'est complètement fini. Là. T'es dans la normalement, boîte tout le monde, il y a une espèce de reset qui est supposé se faire pour 2022. Oui. Fait que si tu manques le bateau, ça va être très dommageable. Là, D'ailleurs, j'ai vu que en date de mardi, là, date d'enregistrement, qu'on testait les 18 pouces chez Alfa Romeo. J'ai vu Red Bull également. Et chez Alfa, on a testé l'espèce de cover qui va par-dessus la roue. Ça, j'ai pas vu ça. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va par-dessus le frein. Les freins, ça aussi, ça a été testé pendant qu'on m'écrit sur Facebook. C'est pas le temps, merci. Et j'avais ouvert ma page pour jouer l'extrait, mais là, on m'écrit. Et ouais, on est rendu là. Donc, tranquillement, pas vite, on va voir les 18 pouces arriver. Puis, j'ai hâte de voir à quel point ça va changer l'effet de sol qui va revenir. Parce que on en parlait justement en fin de semaine et dans les derniers épisodes, surtout sur ce genre de pistes-là, des pistes plus de moto, là, si on veut. Quand on est à l'arrière d'une voiture comme ça, on est dans la salle, on manque d'appui. Sergio Perez, ça y est arrivé. Là. Il y a le virage 1 et 2 qui a une espèce de S et par la suite, il y a une longue courbe là, qui nous mène vers la fin du secteur 1 et il faut de l'appui là, pour que ça colle à ce moment-là. Oui. Et derrière la voiture, je me rappelle plus, il suivait lequel, c'était Ocon ou un autre pilote, mais il l'a perdu, là. L'appui, à un bon moment donné, a juste sacré le camp. Merci, bonsoir. Le devant mordait plus pantoute. Il était tellement proche de la voiture qu'effectivement, il a perdu tous les appuis. Fait que c'était quand même... ça, on devrait moins voir ça. Là. Techniquement, on devrait voir moins ça à partir de l'an prochain. Parce que la plupart des appuis, comme tu as dit, viendront plus des ailerons, les dérives. Tout ce qu'on voit en ce moment, là, il va avoir un ménage incroyable qui va être fait là-dessus. Ce qu'on voit dans le côté du fond plat, en avant des prises d'air et tout. Tout ça, on va tout enlever ça. Puis comme tu l'as mentionné, on va revenir à l'appui mécanique. Donc, vraiment, avec l'effet de sol, c'est une succion qui va se créer en dessous de la voiture avec l'air qui va s'engouffrer en dessous. Puis c'est ça qui va permettre à la voiture de rester collée. Donc, en générant de l'appui comme ça en dessous de la voiture, à ce moment-là, c'est plus les ailerons qui vont pouvoir être impactés peut-être par la traînée des voitures en avant. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'on vise, là, qu'on puisse avoir là, vraiment des dépassements qui s'effectuent plus rapidement et qu'on puisse suivre une voiture là, presque dans la boîte de vitesse sans avoir de turbulence qui va t'enlever de l'appui ou ce genre de choses-là. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu vas manquer d'air clean, là, si on veut. Il va quand même avoir un air moins, mais c'est sûr que tu vas rouler quand même dans l'exhaust de l'autre, d'une certaine façon. Ce sera moins pire. On nous avait déjà montré des graphiques là, que ça va comme monter un peu plus haut, mais quand même, je veux dire, tu peux pas rester 45 tours dans la boîte de vitesse non plus, sauf que c'est sûr et certain que ça va améliorer de ce côté-là. Donc, on est bien content de voir ça. En parlant de 2022, PO, je ne sais pas si tu as vu deux petites choses passer cette semaine. Vas-y. Premièrement, il y a 2 semaines, Hamilton, qui fait jamais d'essai, a décidé de tester les 18 pouces lui aussi. Et Hamilton, qui nous dit qu'il aimerait que son contrat soit réglé d'ici l'été. Le changement, assez total de direction. Là. Écoute, ça avait pris une éternité avant qu'il signe pour 1 an. Puis on n'avait vraiment pas de l'air certain. Mais sais-tu, je pense que ce qui se passe présentement avec Verstappen, ça lui a redonné le goût. Puis c'est un compétiteur, tu l'as mentionné, puis Verstappen aussi. Puis depuis le début de la saison, il dit qu'il aime vraiment ça. Il aime ça se battre, il aime ça travailler pour gagner, il aime ça, tu sais. Fait que on dirait qu'il y a peut-être une motivation là, qui est revenue. Il y a une chose aussi. Puis, il y a une chose. C'est que si jamais là, il gagne cette saison, gagne les records, tout ça, écoute, c'est sûr et certain, gars, il a déjà 100 pôles, va avoir sa 100e victoire, à moins que passe une catastrophe. On lui souhaite pas. Il est champion, exemple. Et là, l'an prochain, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va dire? Il est parti avant le changement. C'était l'ère de domination de Mercedes et c'est pratiquement juste pour ça qu'il a dépassé Schumi. Donc là, s'il revient l'an prochain et que, encore une fois, soit il se bat pour le championnat ou il regagne ce championnat-là avec la nouvelle réglementation,
il peut être sacré le meilleur de tous les temps parce qu'il reste qu'un débat. Est-ce qu'il est meilleur que Senna? Est-ce qu'il est meilleur que Fangio? Est-ce qu'il est meilleur que Schumacher? C'est comme au hockey. Les époques c'est ça. les comparatifs peuvent difficilement être faits. Aujourd'hui, le jeu est plus rapide. Dans le temps, c'était moins rapide. Pour eux, ils sont meilleurs aussi. Là. Mais c'est ça. Là, c'est vraiment pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des athlètes. Là. Dans le temps, Guy, il fait mettre clope. En 2 chiffres quasiment. Je regardais Connor McDavid là, faire une petite parenthèse sur le hockey qui a eu 100 points en 53 games. Là, bravo. Et la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 95-96. Puis Mario Lemieux l'avait fait en 32 games avec Jaromir Jagr. Tu sais, le style des goalers dans ce temps-là, c'était pas la même affaire. Mais bon, c'était ma parenthèse hockey là, pour aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est ça. C'est Hamilton. Il est motivé cette année. Puis c'est un défi intéressant aussi pour lui. Il est encore jeune. Comme tu dis, s'il remporte un 8e championnat, ben là, il n'y aura plus aucun record qui ne sera pas à lui. Puis je sais pas, on peut pas prédire l'avenir, mais qui un jour aura au-delà de 100 victoires et au-delà de 100 pôles. Quand on voit, par exemple... Nikita Mazepin. Quand on voit que le nombre de pôles le plus près, je pense que c'était Schumacher à 68. Dans ce coin-là, au Sénat, dans ce coin-là. Je dis, écoute, là, ça n'a pas de bon sens. Peut-être un jour, il y aura une autre ère de domination comme ça. Mais c'est ça. J'ai été très content de lire ça cette semaine. Donc, il n'y a pas de doute qui plane et tout. Donc, je pense vraiment que la compétition de cette année semble l'avoir vraiment revigoré. Puis, je pense que c'est le fun pour tout le monde. On le voit aussi à la fin des courses. Là, il franchit la ligne d'arrivée là, où il y a la pole position alors qu'il ne s'attendait pas à l'attendre. Puis, on nous passe des extraits radio. Puis, il est super émotif. En tout cas, moi, je trouve qu'il est beaucoup plus fun à voir que l'année passée. Comme tu dis, on part premier, on sait qu'on va finir premier. On s'est battu contre personne. Mais c'est ça, un compétiteur reste un compétiteur. Fait que je pense que les carbure à ça, autant lui que Verstappen que les autres pilotes qui sont derrière aussi. Ouais, et écoute, même il se permet des critiques envers les autres écuries, ce qui est un peu plus rare dans les dernières années parce que les autres étaient en arrière de lui. C'est notre ami William Tremblay qui m'a envoyé un lien très intéressant de chez motorsports.com alors que Lewis Hamilton, c'est plein de l'aileron flexible de Red Bull. Si on peut simplifier le règlement là, pour qu'on se comprenne toutes les pièces de la F1 qui est dessus doivent être fixes, donc doivent rester stables, ne peuvent pas bouger, à part le DRS, là, quand il ouvre le petit panneau en arrière, là, le système de réduction de traînée en ligne droite, quand on est dans 1 seconde derrière un concurrent, ou on peut l'utiliser en qualification et essai. Donc, il a mentionné que l'aileron était flexible. Cependant, la FIA avait confirmé que tout était correct chez Red Bull. Et chez Red Bull, on s'est défendu de cette façon-là. Ouais. Écoute, Lewis Hamilton mentionnait les Red Bull sont très rapides dans les lignes droites. Il avait dit à Sky Sports, elles ont cet aileron flexible à l'arrière de leur voiture qui leur permet de gagner au moins 3 dixièmes. Max Verstappen et Sergio Perez seront donc plus rapides que nous en ligne droite. Il avait mentionné ça vendredi lors des essais. Et Christian Horner a répliqué que de leur côté, ça avait passé là, à la FIA et que la FIA va être toujours au grain. Donc, normalement, ce serait correct. Pour ce qui est de Toto Wolff, là, lui, pas parlé beaucoup. Là. Il a mentionné que... Qu'est-ce qu'il a dit? Bien sûr, les voitures sont examinées... oui, t'as peu. Je le trouve, là. Pardon, interrogeant son... Ouais. Wolff s'est montré beaucoup moins loquace que Horner. On sait qu'Horner, des fois, une belle grand gueule. On l'adore comme ça. Il a dit... oui, c'est assez amusant et nous avons discuté, mais non, je ne ferai pas de commentaires. Désolé. C'est pas mal son genre à Toto, hein, de pas vouloir. On se souvient quand Aston Martin a commencé à parler de la réglementation, Toto Wolff fait du cap. Nous, ça a été voté à l'unanimité. On fait avec, on travaille plus fort, puis c'est le même qu'on va y arriver. Puis c'est correct, tu sais, de pas vouloir s'embarquer dans ce genre de choses-là aussi. Mais c'est intéressant, tu sais, que tu parles de ça parce que c'est une réglementation aussi qu'on a dû adopter parce qu'il y a quelques années, les ingénieurs qui sont capables de exploiter chaque mini-faille du règlement avait découvert qu'à une certaine vitesse, on pouvait aller chercher quelques degrés de flexibilité sur les ailerons. Ouais. Ça faisait qu'on était capable d'aller chercher, bien sûr, des vitesses accrues. Fait que maintenant, comme Horner a dit, écoute, tout est mesuré, pesé. On teste la résistance des ailerons avec
un certain poids dessus pour s'assurer qu'il n'y a pas de flexion de plus que X nombre de degrés. Puis maintenant aussi, je ne me trompe pas, à chacun des Grands Prix PO, il y a une voiture qui est choisie au hasard pour être presque démontée au complet par la FIA pour s'assurer que tout est conforme de ce côté-là. Fait que je ne suis pas inquiet. C'est sûr que quand on conduit à ces vitesses-là, on suit une voiture, je sais pas, peut-être que Lewis a des yeux extrêmement puissants là, pour remarquer que l'aileron s'affaissait un peu. Là. Ou il voulait faire jaser. Je sais ou pas. un ralenti de caméra, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Mais ça arrive, là, quand on le voit partir des oui. pits, là, puis pour ceux qui nous écoutent à l'audio, ça va avoir la cave les 3 prochaines secondes, mais on voit que ça wumble un peu, là, quand ça part, là. Mais c'est un bloc, ça reste ensemble, faut pas que ça bouge, donc de ce côté-là, c'est le même règlement pour tout le monde. D'ailleurs, sur le même article de motorsport.com, on mentionnait qu'on a testé l'aileron Monaco, là, un aileron avec plus d'appui là, en fin de semaine chez Red Bull lors des essais. Ce qui est intéressant aussi, hein, les essais libres, des fois, on fait comme « Oh, OK, un tel est rapide. » Mais je vous dirais là, que la séance qui, normalement, va dicter un peu ce qui peut se passer en qualification va être la séance du samedi, la séance d'essai 3. Sinon, les équipes vont tester des longs relais, vont tester une nouvelle pièce, vont tester un certain réglage le vendredi. Là. Donc, c'est sûr et certain qu'il ne faut pas s'énerver le poil, là, parce que ça arrive des fois là, que Russell est 6e, puis que Leclerc est 2e, puis là, on fait comme « Oh, wow, quelle qualification incroyable qui va avoir lieu. » Puis Bottas est 11, puis Lewis est 5, mais c'est pas ça. Là. C'est pas la vraie. Il faut avoir pris le temps de regarder un petit peu les résumés que la Formule 1 font et ce genre de choses-là, parce que c'est sûr que si on regarde juste les classements, effectivement, des fois, on peut se poser certaines questions sur des situations qu'on peut voir, mais la F1 est vraiment bien fait pour ça. Souvent, quelques minutes après, sur YouTube, on a les highlights des FP1, des FP2, donc on est capable quand même d'avoir un bon résumé de ce qui s'est passé. Des fois, on le sait pas. Je ne sais pas, moi, Verstappen est 11e. Ouais, mais est-ce qu'il y a eu une sortie de piste? Est-ce qu'il a roulé beaucoup? Est-ce qu'il a fait beaucoup de tours? Est-ce qu'il y a eu un problème? Est-ce qu'il roulait en gomme dure? Est-ce qu'il faisait des simulations de relais de course, comme tu as mentionné tout à l'heure? Donc, tous et chacun travaille vraiment avec des programmes différents. Mais c'est ça qui est le fun avec la F1, là. C'est de l'information, là. On mange, là. Il y en a toujours autant que tu en veux, il y en a, là. En tant que passionné, je pense qu'on ne pourra jamais dire qu'on est rassasié de Formule 1. Non, c'est sûr et certain. Écoute, Jean-Mi, le prochain Grand Prix sera Monaco. Combien de tours va faire Mazepin? Ça va être la grande question. Et combien de temps avant qu'il soit dans le rail? Un détour, 2 détours? Pour vrai, s'il finit la course, là, je sais pas, genre, quel pari on pourrait prendre, là, mais je vois pas comment il peut finir la course à Monaco, pour vrai, là. Honnêtement, aucune idée. Honnêtement, aucune idée. Mais ça sera à suivre. Et dans les rumeurs qui persistent, parce qu'à Portimao, ça nous a pris du temps à avoir le Driver of the Day, le pilote du jour, il semblerait que les fans se sont mis à voter pour Mazepin, et je le vois circuler pas mal plus sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que s'il termine, on va voter pour lui. Honnêtement, là, s'il termine Monaco, allons voter pour Mazepin. D'ailleurs, Monaco va avoir lieu le 23 mai. Donc, pour les gens qui nous écoutent là, dans la semaine du 10 mai, là, donc c'est pas en fin de semaine, c'est pas le 15-16, là, ce sera le 22-23 pour ce qui est de Monaco. Donc, toujours un Grand Prix qui est le fun à voir visuellement. On sait que c'est une épreuve, comme je disais, légendaire. C'est pas là que vous allez voir le plus de dépassements. Malheureusement, c'est pas là que ça va arriver. Il n'y a pas vraiment d'endroit, en fait, pour dépasser. Souvent, c'est ce qu'on dit à Monaco. Si tu pars premier puis tu réussis à être premier après le premier détour, il y a de très fortes chances que tu termines premier parce qu'on ne sera pas capable de te dépasser. C'est tellement pas large qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'endroits où est-ce qu'on peut assurer un dépassement. Mais écoute, ça sera toujours spectaculaire comme d'habitude. On a déjà vu des belles courses par le passé. On a déjà vu Hamilton, après 30% de la course, dire que ses pneus étaient finis, puis il a réussi à finir la course premier avec ses pneus. On a déjà vu Daniel Ricciardo gagner avec Red Bull et puis avoir d'énergie électrique non plus. Là. On a vu des choses assez incroyables là-bas. Là.
Ouais, Non, ça risque d'être spectaculaire comme d'habitude. Fait que j'ai bien hâte fin de semaine, comme tu as dit, du 22-23. Donc, on prend un petit week-end de congé. Là, on a été gâtés. On a quand même eu 2 Grands Prix en 2 fins de semaine. Fait que, on se revoit le 22-23, bien sûr, pour écouter ça, là, tout le monde du paddock. Puis espérons que dans les prochaines semaines, si on continue tous à faire notre bon devoir là, de vaccination, on va pouvoir écouter des courses en gang. En gang, j'ai assez hâte. Ça, on a hâte. On a hâte de se faire un déjeuner F1. Écoute, Jean-Mi, avant de conclure, il faut toujours passer par le breuvage aujourd'hui, la bière du jour. Mais écoute, je pense de ton côté, c'est un breuvage estival que tu veux nous présenter. Oui, ben écoute, je suis tombé là-dessus il y a quelques semaines, puis j'ai trouvé ça vraiment excellent. J'imagine que vous connaissez tous, pas le dégât que je viens de faire, mais la mode des seltzer, qui est comme une espèce d'eau aromatisée et alcoolisée. Donc, moi, je trouve que pour l'été, c'est quelque chose qui est vraiment très bon. Donc, celui que je bois aujourd'hui, saveur de cerise noire et lime. Donc, vraiment, il y en a plein de saveurs variées. Puis, je pense que si vous êtes en tout cas, du moins, si vous êtes sorti de chez vous dans les derniers jours, les dernières semaines, vous voyez que ça a complètement envahi les dépanneurs, les épiceries et tout ça. Oui. Donc, c'est quelque chose qui fait vraiment bien. Un petit 5% d'alcool. L'été, là, ça se prend très bien. Là, ouais, après les games de hockey, je te dirais là, que je suis allé faire une petite pratique de hockey deck l'autre jour. Là, bien sûr, dans les règles de l'art. Et quand je suis revenu chez nous, j'ai pris ça. Il y en a plusieurs, là. Je sais que Coors, Bud, Vidi, qui est un qu'on aime bien. White Claw aussi. Ouais. Microbrasserie, il y a Hochelag qui en fait un à la mangue, qui est excellent. Oui, et il y a, l'autre fois, lors de notre Zoom sur la bière, il y a un... Montrégius? Montrégius. Je ne sais jamais comment le dire, là. Mais quand ça commence aussi à sortir du côté des microbrasseries qui essaient de diversifier aussi un petit peu, parce qu'à un moment donné, des bières de micro, on ne saura plus où les mettre. Hein. Parle-en à notre ami Pierre Bouchard et Centre-Ville. Fait qu'on veut diversifier notre portefeuille et l'offre aussi au niveau des clients pour pouvoir aller chercher plus de clientèle. Je pense que c'est bien, mais cet été, je pense que vous allez en voir beaucoup. Hey, de mon côté, si t'es allé avec quelque chose de très nouveau, de très rafraîchissant pour l'été, je suis allé avec quelque chose qui fait très bien pour la terrasse, mais qui est un classique de la bière. La blanche de Chambly. Alors, de Unibroue, une petite blanche de Chambly, c'est toujours très bon. Donc, je suis allé avec ça aujourd'hui. Pas le choix d'être d'accord avec toi. Écoute, tu sais, quand on dit souvent revisiter nos classiques, à un moment donné, toi et moi, on est des amateurs, vraiment des grands amateurs de bière de microbrasserie. On en a goûté des blanches, 1 puis 2. Mais à un moment donné, j'étais à l'épicerie, puis je me dis, la blanche de Chambly, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Puis écoute, pour moi, c'est la meilleure blanche. Pour vrai, là, c'est pas mal la meilleure blanche qui est sur le marché. La blanche de Chambly, je l'ai redécouvert. Puis, à mon avis, à moi, là, c'est pas mal le top là, au Québec, là, du moins, de ce qu'on peut retrouver dans la microbrasserie. C'était vraiment un très bon produit de Unibroue. Puis Unibroue, ça a été les pionniers là, dans la microbrasserie au Québec. On se souvient, là, c'est notre... Robert Charlebois national là, qui avait quand même parti ça, si je ne me trompe pas, il y a au moins une vingtaine d'années. Mais plusieurs c'est la même recette. Ouais, c'est la même recette, encore toujours aussi bonne, ou d'agrumes, écorce d'orange et tout. Donc, comme tu dis, on se trompe vraiment pas avec ça. Ben écoute, avec ce grand bout de sommelier, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, mon Jean-Mich. Et écoute, on va se parler après. Monaco avant Azerbaijan, c'est sûr et certain pour le prochain épisode. Je vous le rappelle, si jamais vous nous écoutez sur Facebook en ce moment, vous pouvez liker notre page. On est sur Instagram, le Paddock Baramba podcast. On est sur Spotify, on est sur Apple, on est sur Google pour ce qui est des balados. Donc, peu importe votre plateforme préférée, là, vous cherchez le Paddock et vous allez tomber sur nos douces et mélodieuses voix. Alors, un gros merci, Jean-Mi. Ça fait plaisir. À la prochaine!